Они пренебрегают жизнями солдат. Справедливость в войсках будет восстановлена. А после этого справедливость. Мама, не Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз. Я призываю остановиться. Спасаем Россию. Vendredi 23 juin 2023, Yevgeny Prigojine, le chef du groupe paramilitaire Wagner, a déclaré la guerre au commandement de l'armée russe et plus précisément au ministre de la Défense Sergei Shoigu et Valery Gerasimov, le chef d'état-major des armées. Il les accuse notamment d'avoir bombardé et tué plusieurs de ses mercenaires dans la journée. Они нанесли удары, ракетные удары по нашим тыловым лагерям. Погибло огромное количество наших бойцов, наших боевых товарищей. En l'espace de moins de 24 heures, les soldats de Wagner se sont emparés de Rostov, une ville stratégique au sud-ouest de la Russie, et ont détruit 8 aéronefs de l'armée. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous raconter le déroulé chronologique de ces 24 heures complètement folles, mais aussi pourquoi pendant longtemps Vladimir Poutine a eu besoin de ce groupe paramilitaire. Avant de commencer, je vais revenir rapidement sur ce qu'est le groupe Wagner, parce que beaucoup de gens l'ont seulement découvert en 2022 avec l'invasion de l'Ukraine. En fait, Wagner, c'est une compagnie privée de mercenaires utilisée par la Russie en Ukraine, mais aussi dans la guerre en Syrie et dans plusieurs pays d'Afrique. Pendant longtemps, la version officielle, c'était que le groupe avait été fondé en 2014 par un néo-nazi notoire qui s'appelle Dimitri Oudkine, un ancien officier des forces spéciales russes et dont le surnom est Wagner, en référence à l'admiration d'Adolf Hitler pour la musique du compositeur allemand Richard Wagner. Ce n'est que quelques années plus tard, grâce au travail de journalistes d'investigation russes et étrangers, qu'on a compris que le véritable maître de l'organisation, c'était l'oligarque Yevgeny Prigojine, un proche de Vladimir Poutine. Il a lui-même fini par avouer en septembre 2022 qu'il en était le créateur. L'objectif à la création du groupe en 2014, c'était de soutenir les forces armées russes dans la guerre du Donbass. Pourtant, les sociétés militaires privées sont censées être illégales en Russie. Mais dans la réalité, Wagner va être utilisé par Vladimir Poutine pour des opérations militaires sensibles ou d'influence et pour lesquelles il ne peut pas se servir de l'armée régulière. En fait, c'est son armée de l'ombre et c'est aussi un marqueur de la radicalisation de son régime. Très vite après la création du groupe, des exactions commises par ces mercenaires remontent de beaucoup de pays où ils sont présents, notamment en Centrafrique, au Mali, en Ukraine et en Syrie. Les soldats du groupe se surnomment les musiciens de Wagner et ils se font remarquer par leur extrême brutalité, comme en 2017 par exemple lorsqu'une vidéo apparaît sur les réseaux sociaux dans laquelle on les voit torturer un déserteur de l'armée syrienne à coups de masse avant de le décapiter et de brûler son cadavre. Aujourd'hui, la masse est même devenue un symbole de Wagner suite à cette vidéo et les mercenaires l'utilisent pour tuer ceux qui trahissent l'organisation. Partout où il est passé, le groupe paramilitaire a été accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. On revient maintenant dans la guerre en Ukraine parce que très vite, après le début de l'invasion en 2022, l'armée régulière russe essuie beaucoup d'échecs et c'est là qu'on commence à entendre un peu plus parler de la présence des mercenaires sur place et Yevgeny Prigojine devient un des hommes forts de cette guerre. Le chef du groupe parle régulièrement sur Telegram pour raconter la situation sur le front et l'avancée de ses troupes. Il est hyper proactif et se sert très bien des réseaux sociaux pour son narratif autour de la guerre. Par exemple, je pense que vous aviez sûrement vu passer sur Twitter ou ailleurs la vidéo de quand il est allé lui-même en personne dans les prisons russes pour recruter des soldats. Далее, через полгода, уходите домой, получив помилование. Et en fait, c'est surtout à Bakhmut, dans le Donbass, où va se concentrer le cœur de la guerre, et c'est Wagner qui mène l'offensive côté russe. Pareil, vous avez sûrement vu des images des combats là-bas qui sont d'une violence inouïe, et aujourd'hui il ne reste quasiment plus rien de cette petite ville. Après plus de 10 mois de combats acharnés, Prigojine déclare en mai s'être emparé de Bakhmut. 20.05.2023. Сегодня, пополудня в 12 часов, полностью был взят Бахмут. Le symbole est hyper fort pour Wagner auprès de l'opinion publique, mais cette victoire, elle a un coût humain colossal. Selon le gouvernement américain, Wagner aurait perdu plus de 30 000 soldats depuis le début de l'invasion. Et c'est sûrement ça qui explique en partie le coup de force de vendredi 23 juin 2023. En fait, ça faisait déjà plusieurs mois que Prigojine critiquait régulièrement sur les réseaux sociaux le commandement de l'armée russe. Il les accusait d'être incompétents, de ne pas lui fournir assez de munitions et même d'avoir laissé mourir des milliers de soldats. И тем, которые не дают нам боеприпасы
будут в аду жрать их потроха, У нас нехватка боеприпасов 70%! Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы? Et il y a une décision qui va mettre un peu plus d'huile sur le feu le 10 juin 2023. C'est le ministre de la Défense Sergueï Shoïgu qui décide de publier une ordonnance pour faire rentrer les volontaires russes présents en Ukraine dans l'armée régulière. Parce que sur place, il y a évidemment Wagner, mais il y a aussi une quarantaine de bataillons et de milices privées qui ne sont pas intégrés directement dans l'armée. Et la réalité, c'est que si ces nouveaux contrats sont appliqués, les mercenaires de Wagner devraient rejoindre le commandement militaire russe et Prigojine serait mis sur la touche. Et évidemment, c'est inacceptable pour lui parce que son influence, sa fortune, voire sa survie, dépendent de son armée privée. Et c'est finalement dans la soirée du vendredi 23 juin 2023 que Prigojine publie un message audio sur sa chaîne Telegram. Selon lui, le commandement russe aurait bombardé une de ses bases, tuant plusieurs de ses mercenaires. Пойти на уступки Минобороны, сдать оружие и найти решение, как мы будем дальше защищать свою страну. Но эти мрази, они не успокоились, что мы не сломлены. Они нанесли удары, ракетные удары по нашим тыловым лагерям. Погибло огромное количество наших бойцов, наших боевых товарищей. En vrai, c'est quasiment impossible aujourd'hui de vérifier ces dires et il y a très peu de chances qu'un jour une enquête puisse faire la lumière sur ce qu'il s'est vraiment passé. Mais en tout cas, à ce moment-là, la guerre est déclarée. Vers 21h, il appelle dans un message vocal à stopper le commandement de l'armée russe. Совет командиров Вагнер принял решение. Зло, которое несет военное руководство страны, должно быть остановлено. Они пренебрегают жизнями солдат. Справедливость в войсках будет восстановлена. А после этого справедливость. La situation, elle est clairement jugée extrêmement grave par le gouvernement russe, puisqu'à peine environ une heure après, le comité national antiterroriste annonce qu'une procédure pénale est lancée contre Prigojine pour appel à l'insurrection armée. En gros, il doit être arrêté. Et c'est là où ça va vraiment devenir fascinant. C'est qu'on est aujourd'hui dans une époque où quasiment minute par minute, heure par heure, on va pouvoir suivre en temps réel ce qui est en train de se passer. Grâce aux messages vocaux, aux vidéos de Prigojine, aux images qui circulent sur les réseaux sociaux, qu'elles soient de particuliers qui voient passer le convoi de mercenaires ou de soldats qui se filment sur le terrain, grâce aux images de caméras surveillance des routes, aux géolocalisations de toutes ces vidéos disponibles en open source, on comprend ce qui est en train de se passer et que Prigojine, avec ses mercenaires, se dirige vraiment vers la Russie. Я обращаюсь к руководству, командирам и бойцам ЧВК «Вагнер». Vers minuit, le général Sergueï Sourovikine publie, arme à la main, une vidéo demandant aux soldats de Wagner de retourner dans leur caserne avant qu'il ne soit trop tard. Мы вместе с вами воевали, шли на риски, несли потери, мы вместе побеждали. Мы одной крови. Я призываю остановиться. Et Sourovikine, c'est vraiment pas n'importe qui, c'était le chef des opérations russes en Ukraine jusqu'en janvier 2023. Пока не поздно и нужно, и необходимо это сделать. Это подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента Российской Федерации. Остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации и районы сосредоточения. Moins de 2 heures plus tard, Prigojine annonce avoir passé la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Dans un message vocal, il se dit prêt à mourir avec ses 25 000 hommes pour libérer la Russie de sa hiérarchie militaire. Нас не смогут уничтожить. У нас есть цели, мы готовы все умереть. Все 25 тысяч, а после этого еще 25 тысяч. Шойгу только что трусливо бежал из Ростова. В 21:00 он бежал трусливо, как баба, для того, чтобы не объясняться. Wagner s'empare alors de Rostov-sur-le-Don, au sud-ouest de la Russie, et le symbole est hyper fort parce que la ville est située à seulement une centaine de kilomètres de la frontière, mais c'est surtout le centre de commandement vital pour les opérations de l'armée russe en Ukraine. Une grande partie du matériel et des munitions qui doivent ravitailler le front transitent par Rostov. Et les mercenaires en ont pris le contrôle comme ça en l'espace de quelques heures.
Мы находимся в штабе, 7 часов 30 минут утра, под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром. Quelques minutes plus tard, dans une vidéo hallucinante, on peut voir Prigojine et ses hommes qui arrivent au quartier général du district militaire et il fait la leçon au vice-ministre de la Défense, Yunus Bekevkourov. По нам стрелять, а мы их сбивать. Третью. И собьем все, если вы будете их посылать. Потому что вы долбите по мирным жителям. Вы уничтожаете мирняк. Вы только что развалили автобус с людьми. И совести у вас никакой не было от этого. Ну, во-первых, это я первый раз слышу. Я разговариваю. Я с вами на вы разговариваю. Я поехал. Ну кто вы такой, чтобы со мной на ты разговаривать? Не то. А? Ну, ты не разговаривал. Я говорю, не надо обобщать. Ну, не надо, если вы со мной просто на вы. Да, я на вы говорю, да, с вами. То есть, если вы говорите, меня там, Cette vidéo, elle est dingue aussi parce que là, on a parmi les personnages les plus puissants de l'armée russe qui se font sermonner et insulter devant une caméra. Ils se font vraiment ridiculiser devant le monde entier. Еще раз, мы сюда приехали, мы хотим получить начальника генштаба и Шойгу. Пока их не будет, мы находимся здесь, блокируем город Ростов и идем в Москву. Да, я вас очень попрошу, Да. дать свои подходы выдачи. Нет, ни в коем случае. Ребята будут находиться здесь. Ребята гибнут, потому что вы их заталкиваете на мясо. Без боеприпасов, без мыслей, без каких-либо планов. Просто престарелые клоуны. Послушайте, еще раз. Если бы мы с вами разговаривали в нормальном тоне, мы бы сюда на танках не приехали. Понимаете? Не изучали бы вертолеты. Вы считаете, что то, что вы сейчас делаете, это так? Абсолютно правильно. Мы спасаем Россию. Да. L'impact d'un contenu pareil dans la population, même dans l'imaginaire collectif que les gens ont de l'armée russe, il est colossal. Très vite derrière, un régime d'opération antiterroriste est alors déclaré à Moscou et dans la région de Voronezh. Dans la foulée, c'est le ministère de la Défense qui publie un message sur Telegram demandant aux soldats de Wagner de retourner à leur base. Et là, le monde entier n'attend plus qu'une chose, c'est une réaction de Vladimir Poutine qui ne s'est pas encore exprimée. Обращаюсь к гражданам России. C'est finalement à 9h15 le matin qu'il prend la parole pour la première fois. Это удар в спину нашей стране и нашему народу. И именно такой удар был нанесен по России в 1917 году, когда страна вела Первую мировую войну. В итоге трагедии гражданской войны. Русские убивали русских, братья братьев. Мы не дадим этому повториться. Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз. В том числе от внутреннего предательства. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неименуемое наказание. Ответят и перед законом, и перед нашим народом. Juste derrière, évidemment, la réponse de Prigojine ne se fait pas attendre. По поводу предательства Родины президент глубоко ошибся. Мы патриоты своей Родины. Мы воевали и воюем. Все бойцы ЧВК «Вагнер». И никто не собирается по требованию президента, ФСБ или еще кого-нибудь. Au même moment, des embouteillages monstres sont en train de se former à Voronezh. Les habitants tentent de prendre la fuite dans la direction de Moscou. Движение из Воронежа в сторону Москвы полностью заблокировано. Vers 11h, les mercenaires arrivent dans la région de Voronezh, ils se rapprochent de Moscou et des combats éclatent entre eux et l'armée russe. Des vidéos montrent alors de loin des explosions et des colonnes de fumée. Твою мать, надо текать нахуй. Peu après, un hélicoptère de combat russe semble bombarder un dépôt de carburant. C'est difficile de connaître la raison exacte, mais ça pourrait être pour empêcher que le convoi de Wagner se ravitaille. Только что был взрыв. Мама! Мама! Неосторожно! Мама! Les combats s'intensifient et des véhicules sont détruits par des bombardements sur la route. Wagner prend alors pour cible un hélicoptère de combat K-52 qui évite de très peu un missile solaire. Пошел! А он еще и ловушку!
Les mercenaires sont lourdement armés, ils ont des tanks modernes, des T-90 et des véhicules de combat BMP-2. Sur l'autoroute M4, un avion prend le convoi pour cible et détruit un bus. Pendant ce temps, Wagner fortifie ses positions à Rostov et installe des mines anti-tank sur la route entre la ville et Таганрог. И тут прям разложены мины. То есть вообще проехать никак нельзя. Они разложили мины. Les autorités placent des camions en travers de la route pour bloquer le passage et ralentir le convoi. Et pendant ce temps-là, l'aviation russe continue d'opérer dans la région de Voronej. Un autre aspect intéressant, c'est que sur le front en Ukraine, il y a beaucoup de vidéos qui sont publiées par des soldats russes et des miliciens qui annoncent se rallier à Wagner comme ce parachutiste. Я обращаюсь к вам от имени бойцов 1-го батальона 217-го парашютно-десантного полка 98-й дивизии ВДВ. Мы с вами. Мы поддерживаем вас в вашем походе справедливости против этих зажравшихся штабных пидорасов из Министерства обороны, которые ни во что не ставят жизнь обыкновенных солдат. То, что ты делаешь, мы полностью поддерживаем и за. Если что, шуми, в любое время придем распиздавать этих тыловых крыс из их кабинетов. Давно уже пора их оттуда повыкидывать, а то расселись, ублюдки. Les mercenaires de Wagner sont aperçus à Rostov avec des systèmes de missiles Igla qui leur permettent de se défendre contre l'aviation russe. Des hélicoptères de combat volent au-dessus de Moscou, la capitale russe a peur et attend l'arrivée du convoi. Tout le monde retient son souffle et c'est finalement vers 19h20 qu'Alexandre Loukachenko, le président biélorusse et un proche de Vladimir Poutine, affirme avoir négocié avec Prigojine la fin de la progression de ses troupes alors qu'elle n'était plus qu'à 200 km de Moscou. Le chef du groupe paramilitaire aurait obtenu l'immunité pour ses soldats et l'abandon des poursuites pénales à son encontre, mais en réalité c'est encore aujourd'hui très compliqué de savoir vraiment pourquoi l'insurrection s'est arrêtée aussi vite. Il faudra sûrement attendre longtemps avant de savoir exactement pourquoi et peut-être qu'on ne saura jamais. Et c'est en fin de journée, le samedi soir, que les mercenaires ont fini par quitter Rostov vers la Biélorussie. Ce qui est sûr, c'est qu'après cette mutinerie, l'image de Vladimir Poutine ressort très affaiblie. Après l'insurrection, il s'est exprimé dans 2 discours, lundi 27 et mardi 28 juin, sur ce qu'il s'est passé. Et il y a 2 choses pour moi qui sont importantes à retenir dans ce qu'il a dit. La première, c'est que selon lui, la rébellion aurait été écrasée quoi qu'il arrive, mais il a quand même remercié les soldats de Wagner de ne pas avoir permis un bain de sang fratricide entre Russes. Pourtant, les mercenaires auraient tué entre 15 et 20 militaires russes dans la journée de samedi en abattant 6 hélicoptères et un avion de l'armée. La deuxième, et c'est sûrement la plus importante, c'est qu'il a enfin reconnu personnellement que Wagner était soutenu par l'État russe. Между тем хочу отметить, и хочу, чтобы тоже мы все знали об этом, содержание всей группы «Вагнер» полностью обеспечилось государством. Из Министерства обороны, из государственного бюджета мы полностью финансировали эту группу. Cette reconnaissance au plus haut sommet de l'État, elle est aussi importante parce qu'elle marque la complicité du gouvernement russe dans tous les crimes de guerre et contre l'humanité dont sont accusés les mercenaires partout où ils sont présents. De son côté, depuis la fin de l'insurrection, Prigojine, il a quasiment pas refait surface, mais il a quand même pris la parole à un moment pour expliquer que ce coup de force n'avait qu'un seul objectif, sauver son groupe paramilitaire. Целью похода было не допустить уничтожения ЧВК «Вагнер» и привлечь к ответственности тех лиц, которые своими непрофессиональными действиями совершили огромное количество ошибок в ходе СВО. Мы шли для демонстрации своего протеста, а не для свержения власти в стране. Voilà, avant de finir, je voulais quand même parler aussi des forces armées ukrainiennes, comment eux ont vécu cette séquence. Et c'est mon collègue Guillaume Tak, qui est à Kiev en ce moment, qui va vous le dire. Ici à Kiev, les Ukrainiens, un peu comme tout le monde d'ailleurs, ont été assez surpris par la tournure des événements.
Beaucoup de mes amis ont passé la nuit du vendredi au samedi collés à leur téléphone en suivant minute par minute l'insurrection de Wagner. Et je pense que chez les Ukrainiens, il y avait beaucoup d'espoir, en tout cas chez la population civile. Pas forcément d'une révolution en Russie, mais qu'en tout cas les événements permettent de perturber l'effort de guerre russe. Malheureusement, c'est pas ce qui s'est produit. Le gouvernement de Volodymyr Zelensky lui a parlé d'une tragicomédie qui, selon eux, prouvait qu'on ne pouvait pas négocier avec la Russie, puisque le pouvoir de Vladimir Poutine est finalement assez fragile et qu'il était impératif que les alliés de l'Ukraine continuent de soutenir le pays en lui fournissant des armes. Du côté des soldats avec lesquels j'ai parlé, et surtout au début de l'invasion, au début de l'insurrection, ils étaient finalement assez méfiants. Car la plupart me disaient que potentiellement ça peut être une ruse, c'est peut-être une diversion. Un officier de la 68e brigade Jäger qui combat dans le sud de la région de Donetsk me disait que selon lui c'était une diversion et que les soldats ukrainiens devaient rester concentrés sur leur tâche, à savoir combattre les Russes et tenir la ligne. Et un de mes amis, Anatoly, lui me disait si le nain et le chauve parviennent à s'entendre, ça va devenir très compliqué. Alors le nain, Poutine, et le chauve, Prigojine, je ne pense pas qu'ils aient réussi à s'entendre, mais ce qui est sûr, c'est que l'insurrection tant attendue n'a pas eu lieu, et les Ukrainiens vont devoir continuer de combattre jusqu'à la victoire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça faisait très longtemps que je voulais faire un format sur la guerre en Ukraine basé sur les images des réseaux sociaux parce que par exemple moi je suis la guerre quasiment uniquement sur Telegram ou TikTok et un petit peu Twitter aussi. Mais la majorité des vidéos qui arrivent de la ligne de front, il y a très peu de journalistes et c'est souvent des soldats de l'armée ukrainienne qui sont plutôt jeunes, entre 20 et 30 ans, qui postent leur quotidien et les combats rapprochés qu'ils ont avec l'armée russe. Donc peut-être que je vous ferai aussi des formats liés à ça, à la prise d'une position, à l'avancée des troupes quelque part dans le pays, mais c'est encore un format sur lequel je travaille. Et enfin, je voulais terminer cette vidéo en vous disant que ça fait longtemps que j'ai pas produit de contenu sur ma chaîne YouTube. C'est parce qu'en fait, dans les dernières missions que j'ai faites, je suis allé en Ukraine, notamment à Bakhmut, à Tchavsiv-Yar et dans les alentours, pour filmer 2 documentaires que je vous diffuserai sûrement en septembre, après les vacances. J'ai mis longtemps à les sortir parce qu'en fait, c'est pour des questions de sécurité, pour les gens que j'ai pu filmer là-bas, pour les sauveteurs que j'ai accompagnés, pour les endroits où je me suis rendu, où il y a encore des médecins, des gens qui travaillent. Il y a beaucoup d'images que je ne pouvais pas montrer tout de suite. Donc voilà, j'ai hâte de vous les montrer. Je pense que ça vous plaira beaucoup. Merci encore pour votre soutien. À très vite.